Eh bien d'abord bonjour à vous tous et merci d'être là si nombreux, c'est un vrai plaisir d'avoir une salle aussi pleine en face de nous, mais je crois que sur le plateau de chaque côté il y a effectivement de quoi déplacer nombre de gens sinon les foules. Donc nous sommes dimanche à 10h30 à la Maison de l'Imaginaire et nous allons entamer un débat sur que serait le monde sans les dragons, ou sans dragons plus exactement. Et donc c'est avec Robin Hobb, Pierre Dubois, Mathieu Gabory et Eric Witzel, et moi-même Claudine Glo en modératrice. Donc je vais très rapidement représenter les auteurs présents au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas toutes leurs œuvres ou tout leur cursus. Donc honneur à Madame Hobb d'abord. C'est une de nos grandes faiseuses de monde, une de celles qui s'est imposée depuis une dizaine d'années sur les rayons de nos bibliothèques, pour notre plus grand bonheur. Je vais vraiment pour mémoire rappeler le grand cycle de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, Le Soldat Chaman, La Cité des Anciens, mais je pense que vous connaissez tout ça, c'est une vraie démiurge. Ensuite, à ma gauche, Pierre Dubois, donc le premier et à ce jour le seul elficologue patenté, du monde connu. Auteur de 3 grandes encyclopédies, les lutins, les elfes, les fées et les elfes, lui a marqué le vrai retour, parce que c'est maintenant il y a plus de 20 ans, a marqué le vrai retour de ce monde-là, l'irruption de ce qu'on avait voulu refouler, ce monde imaginaire qui rentrait en force dans les traces de ces Santiago, c'était très bien. Et c'est aussi un auteur de nouvelles qu'on peut qualifier de horriblement délicieuses ou délicieusement horribles, les contes de crimes et les comptines assassines, mais c'est également un scénariste de bande dessinée, et c'est un encyclopédiste, pas seulement des faits, mais du cinéma, entre autres choses. Et si, après, en off, vous avez envie de lui demander quel était le 14e opérateur sur Rio Bravo, allez-y, il le sait. Voilà, il a des genres favoris qui sont western, pirates, vampires, j'en passe peut-être. Et il y a quelques grandes idoles qui vont de Sherlock Holmes à Jack l'Éventreur en passant par Peter Pan. Je continue les œuvres et les auteurs. Donc Mathieu Gabory, je crois que c'est... Alors là, nous passons à une génération légèrement plus jeune. Donc maintenant, nous allons avoir 2 enfants du jeu de rôle. Donc Mathieu Gabory, lecteur, puis joueur, puis créateur de jeux de rôle, l'ensemble. Et puis auteur surtout. Donc je crois que tout le monde a en mémoire... avec admiration les chroniques crépusculaires et les chroniques du Féal, Abîme aussi. Et il n'y a pas que ça, passage par le roman graphique, avec Amandine Labarre, Fairy City, et aussi une tentation intéressante de steampunk. Voilà. Et donc le dernier ouvrage paru, c'est Les Chroniques du Soupir. Et aujourd'hui, si j'ai bien lu, si mes renseignements sont bons, une tentation pour le polar. Voilà, et j'ai relevé une phrase qui m'a bien interpellée dans une interview où vous citez dans les références des références évidentes comme Howard ou Moorcock, et d'autres qui le sont peut-être un peu moins comme Grac et Beckett. Donc voilà. Et je finis par Eric Witzel, breton, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Encore un fils spirituel de Donjons et Dragons, le jeu, peut-être plus que le film. Hein, il vaut mieux. Donc membre, c'est vrai, de la Ligue de l'Imaginaire. Remarquable. Donc vous avez fait du journalisme avant de vous lancer, entre autres, dans la trilogie des Lamia. La Porte des Limbes. Plusieurs recueils de nouvelles aussi. Vous aimez la nouvelle? J'ai commencé à écrire des nouvelles avant de me lancer dans le roman. Ah oui, c'est bon tremplin, ouais. Oui, c'est vrai, un bon exercice. Et donc le dernier livre paru, donc Les Dragons de la Cité Rouge, qui est annoncé comme un one-shot. Oui, tout à fait. Oui. Il le restera? C'est à voir. Ça serait bien de voir vite et de vous rassurer. Et là aussi, du thriller. Oui. Ne cherchez pas à savoir. Voilà, c'est ça qui est le dernier ouvrage paru au mois de novembre l'an dernier. Voilà. Donc maintenant, s'il y a d'autres questions, ce sera à eux directement après. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est donc que serait le monde sans dragons. Alors,
Que serait le monde sans dragon? Le sujet étant énorme, je me suis permis de le retailler et je vais poser la question tout de suite à Robin Hobb. Peut-on écrire de la fantasy sans un jour ou l'autre passer par le dragon? I think that fantasy is such a tremendously huge genre that certainly I do think we can write fantasy without dragons. Of course, my mind goes blank as I try to bring up wonderful examples of this, but I think that fantasy as a genre covers everything from urban fantasy to alternate history to historical fantasies, many of which, do not feature dragons at all. But I think that the dragon is a wonderful tool, a wonderful weapon to bring into a story. It is a great equalizer for humanity. So it's comme, pardon, on en arrive donc à la question corollaire que je vais peut-être poser à Eric. La fantaisie étant si vaste comme genre, qui va de la fantaisie urbaine, de la fantaisie historique, et oui, je pense que oui, on peut tout à fait écrire de la fantaisie sans l'utilisation de dragons, même si là j'ai pas d'exemple qui vient en tête à l'instant. Néanmoins, les dragons constituent un outil merveilleux. Ça y est, je reprends. Donc justement, je voulais demander à Eric, le dragon, dans ce cas-là, pour vous, ça a été une nécessité ou une commodité pour repartir sur ce que dit Robin? Elle disait aussi que c'était c'est un outil fabuleux. Elle parlait d'armes aussi. Oui. C'est une véritable arme. C'est vrai que moi je vois ça comme mon père était pilote. Et pour moi, je suis assez passionné d'avion. Et pour moi, le dragon ajoute une troisième dimension en fait, dans les aventures d'Heroic Fantasy. C'est vrai que c'est un outil aussi parce que c'est un moyen de transport qui permet d'agrandir la carte, d'agrandir la géographie d'une sorte de fantasy. Donc c'est une sorte de facilité des déplacements, bien sûr. Et puis effectivement, d'un seul coup, on se retrouve avec la possibilité d'écrire des combats en plein ciel. On a toute une nouvelle dimension qui s'ouvre pour agrandir l'espace de l'aventure. Oui, parce que le plein ciel, on a aussi des sujets, des romans où ce sont les héros eux-mêmes qui peuvent se doter d'ailes, de pouvoir, de vol, mais le dragon donne autre chose. Oui, parce que là, c'est le cheval, et le cheval multiplié par 2000. Et en plus, on peut s'amuser à lui donner la parole, comme ce que je fais dans mes romans. Et alors il y a toujours un moment un petit peu délicat où il faut faire accepter ça déjà à soi. Parce que l'anatomie de l'animal fait qu'on n'imagine pas trop se mettre à s'exprimer de manière évidente. Et puis et rapidement, ça devient soit un ennemi, soit un partenaire, soit un petit peu les deux. Oui. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec cette masse éminemment dangereuse, monstrueuse, qui est aussi magnifique et qui peut devenir une sorte de four qui est dompté, mais on ne sait pas pendant combien de temps et à quel moment il va se retourner contre se réveiller. Ouais. Oui, justement, parce que pendant très longtemps, quand même, dans l'archaïsme de la fantaisie, pendant ce qu'on a la période peut-être même d'avant-guerre, voilà. On avait un dragon qui était relativement simple, c'était toujours l'ennemi, et c'était un petit peu comme dans nos contes, dans nos légendes, et même dans les histoires saintes, dans les histoires de saints, c'était le passage obligé qui était là surtout pour prouver la valeur du héros, et qu'il fallait réussir à évacuer d'une manière ou d'une autre. Et tout d'un coup, non, on a l'impression que ces dernières années, on a quand même assisté à une espèce d'explosion de toute autre sorte de dragons. Mathieu, qu'en pensez-vous? Oui, moi ce qui m'importe surtout, c'est de savoir ce qu'il y a derrière le dragon. C'est-à-dire, quand on interroge l'inconscient collectif sur le dragon, on s'aperçoit qu'effectivement la figure a été profondément usée jusqu'à la corde. Et aujourd'hui, si on veut l'interroger, il faut essayer de savoir en quoi il peut dépasser la fantaisie, ou du moins s'y intégrer de manière neuve. Et je crois vraiment que, moi en tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup dans la fantaisie, c'est d'humaniser en fait toutes ces créatures. Sans faire de l'anthropomorphisme à outrance, c'est bien de se demander qu'est-ce que serait une sirène avec les seins abachis qui a 90 ans et qui est dans une vieille bassine de cuivre au fond d'une taverne, quoi. Voilà, et ben, le dragon, il y en a. Mais il y en a, mais bien sûr qu'il y en a, on sait tous. Mais voilà, et je trouve que le dragon, c'est ça qui est important, c'est de se demander un petit peu qu'est-ce qu'il pense,
qu'est-ce qu'il est, et qu'est-ce qui fait son histoire, indépendamment de la créature qu'il est. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait beaucoup. J'ai très peu utilisé le dragon, pour répondre à la question. Bien sûr, il y a de la fantaisie sans dragon, heureusement. D'ailleurs. Je ne voulais pas dire que la fantaisie, automatiquement, Mais bien sûr. je veux dire, un jour ou l'autre, est-ce qu'on n'est pas amené au dragon si on explore les mondes? Exactement, Voilà. mais ça c'est la vraie question. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le dragon est incontournable dans l'inconscient collectif, mais si on doit s'y intéresser, il faut que ce soit utile, et il faut que ce soit vraiment un autre regard sur le dragon. Et c'est ce dont vous parlez très bien, c'est-à-dire qu'avant c'était l'ennemi, et c'est devenu une créature qu'on respecte, dont on veut lire les sentiments, les émotions aujourd'hui. À l'extrême, quand je vous lis les uns ou les autres, mais je me demande si ce ne sont pas un peu ces dragons-là. Il y a un moment où la fusion est telle que ça devient très très équivoque et très troublant. On n'a juste pas déplié nos ailes, et on n'a peut-être pas la puissance de tir, mais il y a quelque chose et qui est très très intéressant aujourd'hui au regard justement de comment fondre les opposés et comment s'apercevoir que nous avons tous des nuances auxquelles nous n'entendons pas. Donc le dragon, pour moi, amène tout ça. Et la question suivante, là justement, toujours ces dragons, on a parlé tout à l'heure du grand retour de derrière toi, du grand retour des fées, des elfes, des lutins, qui sont des créatures inquiétantes, mais juste assez. Des créatures inquiétantes et rassurantes en même temps. On aime qu'ils soient là, ils peuplent un peu le vide du monde, ils comblent légèrement peut-être notre manque d'être quelquefois. Le dragon n'est-il pas le dernier à revenir? Oui, je trouve le dragon est aussi lié à la nature. Il peut personnifier la nature, en fait, les forces de la nature, du renouveau, mais aussi de l'hiver. Il est vraiment très proche de tout. Bon, il y a le feu en lui. Il est le maître du feu, il est aussi de l'eau, il peut nager, il peut aussi s'envoler, donc il est un prince de l'air, également un roi de l'air. Il se cache dans les cavernes, donc il connaît le sous-sol, et il représente vraiment tout ça qui réunit une espèce de roi de la nature. Il fait partie de la nature, une espèce de projection de la nature, de personnification de la nature, d'une certaine nature sauvage, qui n'est pas encore polissée. Et il faut penser aussi au livre qui dit la terre, dominez-la, assujettissez-la, les oiseaux du ciel, assujettissez-les, les poissons de la mer, assujettissez-les, assujettissez la nature. Et pendant longtemps, le christianisme a combattu le dragon. Il y a une foultitude de chevaliers bardés, croisés comme ça, qui ont été tués du dragon. Et peut-être qu'aujourd'hui, le dragon, justement, on voit le danger de combattre le dragon, et qui est peut-être plus judicieux au temps où les bêtes parlaient, on comprenait encore le langage des animaux, retrouver un petit peu notre côté animal à nouveau et proche de la terre. On a rompu notre alliance avec la terre, et en se rapprochant du dragon, on se rend compte, par l'enfant très souvent d'ailleurs dans les histoires en ce moment, c'est l'enfant qui fait les premiers pas vers le dragon, et le dragon qui fait les premiers pas aussi vers l'enfant. Avec Elliot le dragon, bon là c'est très, très naïf, mais beaucoup d'histoires maintenant avec il y a alliance à nouveau avec le dragon. On peut penser qu'il y a une prise de conscience d'une nouvelle génération de jeunes, d'enfants, plus écologique, peut-être une écologie de l'âme, qui se rend compte qu'il est temps à nouveau de s'approcher du dragon, d'épouser le dragon et de faire alliance avec lui. Le dragon est en train de changer, et nous aussi en même temps, c'est ce que tu disais, il y a on change comme lui, quoi. Ça me renvoie à je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui ont vu Excalibur, le Excalibur de John Boorman, et le rapport à la force, le dragon, le souffle du dragon, où on se rend bien que bien au-delà de la royauté et de l'épée Excalibur, rien entre la royauté et les autres puissances, eh bien c'est ce dragon qui incarne tout ce qui porte le monde, et c'est peut-être à ça que tu voulais... Donc, mais le dragon, là, on est en train de parler du dragon généralement magnifique. Alors là, je voudrais poser une question à Robin Hobb, qui a l'art de nous prendre quand même un contre-pied. Je pense à deux choses. Par exemple, dans l'obésité du héros, dans le soldat chaman,
l'Obedjamer, qui est quelque chose de tout à fait inattendu quand même par rapport à nos musclés incorporés là. Et la fragilité de ces dragons dans la dernière série, le début des dragons qui ne sont pas finis, qui sont... pourquoi les avoir traités comme ça? I think to see the dragon as a character, you see all facets of it as a creature. Responding to something that Pierre said earlier, I think one of the things we would have to be aware of would be stripping dragons of their wonder, of their majesty, of their terror, even. That, and I'm wandering a little from the topic, but we have cuddly unicorns and cute vampires, and we lose some of the power of those creatures when we make them too much of our pets. The dragons, as I like to write them, are still to be feared and respected despite their temporary weakness. I think it by putting them on a lower footing to begin with, I could create more character for them and more interesting conflicts with the people they interact with and with the world, and to have them become more characters rather than just dragons, if that makes sense. Je crois que quand on traite les dragons en tant que personnages, ça permet d'en explorer les multiples facettes. Et pour revenir sur ce que disait Pierre à l'instant, effectivement, on peut priver les dragons de leur majesté, de leur puissance, de la terreur qu'ils peuvent inspirer. Et donc, ça se fait aussi avec d'autres animaux. Par exemple, il existe des licornes qui sont tout à fait câlines ou des vampires qui sont tout à fait attachants. Mais il faut prendre garde à ne pas faire trop ça, parce que si on prive les animaux de toute leur puissance et de leur pouvoir, alors à ce moment-là, finalement, ils perdent un petit peu de leur charge. Il faut que ces animaux inspirent le respect, malgré leur faiblesse passagère. Et ce que je fais dans mes écrits, c'est que je commence par présenter ces dragons, par exemple, en les rabaissant un petit peu d'un cran. Ça les rend d'autant plus intéressants et ça permet ensuite d'imaginer d'autant plus de conflits avec les autres personnages. J'aurais voulu maintenant poser une question à Eric, puisque le dragon est quand même dans son univers. Quand vous écrivez des dragons, est-ce que parce que ça me renvoie au débat d'hier qui était aussi un petit peu centré sur les retours des mythologies et sur ces personnages fabuleux, est-ce que malgré vous, volontairement, il y a des vrais morceaux de mythes qui s'intercalent, ou est-ce que vous essayez de vous en échapper justement? Je voulais dire une chose, je pensais tout à l'heure, c'est que j'étais au lycée dans cet établissement-là. Et au 3e étage, le samedi matin, à partir de 8h, on avait donc des devoirs surveillés. Et donc, il y a des petites fenêtres là, tout du long. On est sur nos grandes tables, et si on avait la chance ou la malchance, ça dépendait du résultat, de la note qu'on voulait avoir à la fin de l'examen, on avait les fenêtres, on pouvait regarder, on avait la mer, et on dominait l'horizon. Donc c'était vraiment un bon moyen de commencer à penser à la façon de s'échapper de cet endroit, s'imaginer à d'autres dragons. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que je me suis rendu compte un petit peu en les décrivant, mais je les décris un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis surtout au moment où est venu une première fois les couvertures de mes romans, sur la représentation qui allait en être faite. Et je me suis rendu compte que j'en avais assez peu finalement. Où j'avais un dragon peut-être assez... le dragon, comme on peut l'imaginer, qui est dans l'imaginaire collectif, là pour le coup, c'était celui-là. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de voir les rapports qu'il allait avoir avec les personnages, plutôt que sa représentation visuelle. Je me suis servi du support commun pour passer au-delà de la pesanteur d'une description, ou justement dire oui, j'ai pas bien compris, ces cornes elles sont plutôt à droite, à gauche, dans de chaque côté, ou est-ce qu'il y a une collerette, mais elle est faite plutôt les gars. Voilà. C'est un énorme débat, pas de papa, d'avant arrière, elle ou pas elle. Voilà. On n'est pas sorti de cette affaire. Alors j'aime beaucoup les descriptions, mais là en l'occurrence, je pense que ça peut être dommage dans ça peut mettre un frein à la fluidité d'un récit ou
ou des rapports qu'il y a entre les personnages et les dragons. Et puis récemment, comme les dragons à cipé rouge est en train d'être adapté en bande dessinée, j'ai la chance de recevoir de temps en temps les planches du dessinateur, c'était Adrien Floch. Et là, je vois sa représentation du dragon, alors que j'avais encore sans doute un petit peu moins décrit que dans Elamia. Et mais là, du coup, c'est vraiment passionnant. Parce que c'est dans le sens inverse. Et ça m'inspire, ça me donne des idées en fait pour les prochaines histoires. Dans vos descriptions de dragons, moi, puisque je m'occupe beaucoup du domaine médiéval et arthurien, quand même une chose qui m'a frappée, c'est qu'en 800 ans, les dragons ont pris sacrément de la taille. Quand on est dans les enluminures, le dragon est quand même à la hauteur du chevalier, il est terrifiant, mais normalement, et là aujourd'hui, le dragon est devenu extrêmement démesuré. Il est plus difficile de faire peur aujourd'hui. Oui. Donc on est habitué, si on veut, parce qu'on est dans un monde assez protégé dans l'Occident. Donc pour nous faire peur, il faut vraiment mettre le paquet. Alors là, je vais peut-être poser une question un peu étrange à mon voisin qui va se... Je veux savoir si justement dans des choses aussi quotidiennes peut-être que le policier, est-ce que le dragon a sa place? Est-ce que c'est jouable? C'est une bonne question. Piège. Oui, quand quand une bonne question, c'est pourquoi elle m'a posé cette question-là. Non, moi je ne saurais pas comprendre toute cette symbolique qu'il y a derrière le dragon. Et la manière dont je peux le convoquer, moi, dans le polar, ça serait de la manière la plus fantastique qui soit. C'est-à-dire, je préfère par exemple travailler sur les bouches de métro qui sont des gueules de dragon, avec leurs veines qui sont le plan des lignes de métro dans Paris. C'est ce dessin-là qui finalement, dans le réenchantement qu'on peut avoir même de la ville, peut vraiment m'interroger. Et je trouve typiquement que le dragon, dans ce qu'il a, c'est très intéressant ce que vous dites là-dessus, c'est-à-dire le côté, toute cette force écologique puissante laquelle peut incarner le dragon. Moi, je suis papa de 2 petits garçons, et j'essaie de voir des dragons pour eux dans la ville. Le polar aussi est peut-être très très urbain. Et c'est vrai que j'ai envie de voir des dragons dans Paris, par exemple. Et de comprendre la manière dont ils peuvent être à la fois invisibles et d'une puissance occulte qui veille sur Paris. Et c'est vrai que pour moi, le dragon est d'abord une entité tutélaire, mais bienveillante, profondément bienveillante. Profondément, au départ, c'est ça. Mais voilà. Et je crois que... Même chez nous, pas seulement en Orient, même chez nous. Et ça, je trouve que le faire exister aujourd'hui dans une culture urbaine, ça devient très intéressant. On essaie de convoquer d'autres images de ce dragon qu'on connaît tant. C'est intéressant ce que dit Eric sur aussi la 3e dimension. J'aime beaucoup aussi cette histoire de fragilité, parce que précisément c'est là où le dragon existe dans cette dimension-là. Le pire, je pense, en fantaisie pour moi, c'est de voir des créatures qui ne sont que des créatures, qu'on résume à cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, sur quoi elles croient, et faire de cette... Voilà, utiliser le dragon comme une simple puissance, un outil, mais au sens le plus simple du terme, je trouve ça profondément regrettable, du fait même de la dimension du dragon et tout ce qu'on en dit. Donc le réinventer encore aujourd'hui et faire en sorte qu'il existe à travers, tout en conservant cette majesté dont parle Minor, c'est très juste, ne pas l'altérer, ne pas en faire une créature blessée, mutilée. Je parle des ailes qui se déploient aujourd'hui pour les uns pour les autres, c'est très vrai. Et dans cette majesté-là, la bienveillance, pour moi, est au cœur du monde. C'est celle que je guette et que j'espère partout. En cela, je trouve que le dragon est une très belle figure. Oui, je suis absolument enchantée d'entendre ça. D'ailleurs, cette attitude qu'on a face au dragon, bon, je prends un petit peu de temps sur vous, mais tant pis, je le fais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de cette armée de saints transperçants, découpant des dragons. Je vais quand même faire une petite partie patriotico-bretonne et signaler quand même que les saints bretons ne tuent pas les dragons. Ils les persuadent de disparaître. Ils leur disent, là-bas, il y a un grand trou dans la mer, jette-toi donc dedans. C'est quand même beaucoup plus subtil. Et je pense qu'il y a justement cet archaïsme de la pensée du dragon tutélaire. Je te remplace, mais je sais que tu es puissant, que tu as été bon, et je ne peux pas te tuer.
Et tu es aussi une créature de la création. Donc je ne peux pas te tuer. Donc ça rejoint peut-être cette bienveillance, enfin je l'espère toujours, cette merveilleuse bienveillance que tu évoquais. Alors maintenant je voudrais reposer à nouveau une question à Pierre. Et oui, c'est toi. Tu étais en plein cours d'anglais là. Oui. Quelque chose dont on parlait hier et tu me disais que, et c'est vrai qu'on le remarque, entre autres dans tous les derniers romans que nous évoquons, cette espèce de relation entre la femme, l'héroïne du livre, et le dragon. Oui, c'est vrai qu'il y a l'image toujours de la pauvre vierge, de la pauvre princesse qui va se faire dévorer par le dragon. Mais on a l'impression aussi que depuis quelque temps, les femmes sont à nouveau attirées, surtout les auteurs, par les dragons, comme par les dieux dans l'ombre, comme par les grands dieux Pan. Et comme si aussi il n'y avait que la femme, et je pense vraiment, qui pouvait l'apprivoiser. Je crois que la femme, il y a une attirance entre ces forces sauvages et la femme. Peut-être aussi c'est l'intermédiaire de la sorcière, femme sorcière, qui peut justement faire un lien entre ces forces terribles, le dragon, le grand dieu Pan, que tu as merveilleusement écrit il est terrible, le grand dieu Pan, et en même temps il est séduit. Et il y a une belle histoire d'amour qui va. Et avec le dragon, c'est possible aussi, et c'est peut-être la magie de la femme. I would definitely agree with that. It is the. I think that in many stories, especially for teenage girls, for growing women, you see where there is the bond between the woman and the very powerful horse, or the dragon, and it is a reaching towards power, a saying that I too can be a powerful being, and so I think that these types of stories work on many levels of saying that I can attain power, but also that I can master power, that I do not necessarily need to fear power. And so yes, I think these stories have a great attraction for growing women. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois effectivement que les jeunes lectrices qui peuvent lire ce genre d'histoire, ça leur parle tout particulièrement, cette histoire de relation, de lien très fort entre des jeunes femmes, des jeunes filles et de chevaux très puissants, et donc évidemment aussi des dragons. Pour elles, ça peut être un moyen d'essayer de s'approprier, de s'apprivoiser la force et la puissance. Et dans plein d'histoires, il y a ça, le fait, ce sont souvent des histoires à plusieurs niveaux, à plusieurs lectures, et le fait d'essayer de s'approprier la puissance, c'est aussi une façon d'essayer de maîtriser, de dominer la puissance, et c'est pas forcément le fait d'avoir peur de la puissance. C'est Merlin et Viviane, c'est puissance contre puissance avec un autre mode d'exercice de cette puissance, une autre forme de puissance. Et là, l'allusion au cheval était très drôle parce qu'on voit tous les jours les puissants étalons sont des chevaux de femme, dit-on. Exactly, there are many. At least in American literature, in U.S. literature, there are many stories of a girl and her horse, or the magical horse, the horse that can speak, and also the dragon, or the troll, or the vampire, the very powerful being that becomes the ally of the young female. But I think this pertains to a boy and his dragon, whether it's the stories we have of the reluctant dragon, or the stories of what is the recent movie? I did not see it. How to Tame Your Dragon, How to Train Your Dragon, was a movie about youngsters training dragons and becoming friends with them as opposed to opponents. But I think it is a reaching towards sharing the power of those very great forces of nature. Il y a tout un pan de la littérature américaine, effectivement, qui met en scène des filles et des chevaux, souvent magiques, parfois doués de paroles. Et ensuite, on retrouve ça avec les vampires, avec les trolls, qui aussi peuvent
être très puissants et qui souvent deviennent les alliés finalement des femmes. Ça marche aussi avec les petits garçons. Bien sûr, il y a un film qui est sorti récemment, Comment apprivoiser votre dragon, dans lequel les jeunes enfants devenaient finalement les amis des dragons plutôt que leurs adversaires. Et donc c'est une manière de partager le pouvoir, de partager la puissance. Alors là, je voudrais faire un petit tour de table, tout bête, hein, mais souvenir. Dans vos lectures d'enfance, tout ça, votre premier dragon, celui qui reste dans votre mémoire. Alors peut-être Eric d'abord. Alors oui, là comme ça, je cherche, ça serait sans doute en bande dessinée, mais sinon il y a Bilbo. Oui, forcément, voilà, Smaug de Bilbo. Oui. Et voilà, je pense que ça va être l'un des premiers. C'est assez tard finalement. Oui, quand même. Hein. Je vais être au tout début du collège. Et sinon, oui, c'est. Oui, parce qu'on lit pas ça à 5 ans quand même. Dessin animé, voilà, sinon, par le dessin animé, par Disney. Oui, ça, enfin, quand j'ai le premier dragon, il y a aussi bien sûr le film, hein, Oui. c'est notre langage aujourd'hui. Premier dragon Premier dragon, c'est enfin, celui dont je peux me souvenir, vraiment, c'est une image terriblement vieillotte des années 80, qui était sur la couverture d'un supplément de jeu de rôle, Donjons et Dragons. Et c'est par ce dragon-là, finalement, vu sur un coin de table chez un ami, je me dis c'est quoi ça? Il m'a dit c'est le jeu de rôle, et tu peux y rencontrer vraiment des dragons. Et j'ai dit Pongo. Donc le jeu de rôle, vous êtes dans le jeu de rôle par la porte du dragon. C'est quand même très beau. Et voilà, et donc j'avais 11 ans quand même, mais c'est vraiment la première image qui me vient si je dois penser au dragon d'enfance en fait. Pierre, as-tu un dragon d'enfance il y a longtemps? Oui, j'avais très longtemps. C'était dans Bibi Fricotin. Non, en fait, c'était le premier, c'était une histoire de Perret, Jacques Perret, ça s'appelait La Bête Maousse. La Bête Maousse, et en fait, ce sont les rapports entre un enfant et un dragon. Alors c'est très français, d'une certaine littérature, à peu près de la Marcel Aimé, ou comme les rencontres avec la vivre. Il y a quand même un fantastique français, Voilà, comme on dit. Il y a un fantastique, oui, c'est absolument Bellimont, tous ces personnages qu'on a un petit peu délaissés, c'est dommage. Mais c'était des fantastiques du terroir, un peu, où c'était possible de rencontrer, en se promenant dans la campagne, un dragon. Et là, d'ailleurs, on ne dit pas un dragon, c'est la bête Maousse, la grosse bête. Et donc, cet enfant fait ami avec une grosse bête, un dragon, mais comme si c'était un cheval, ça n'a presque rien d'extraordinaire, c'est normal. Et enfant, donc, en me promenant même au fond du jardin, j'espérais toujours qu'à travers les groseilliers ou les feuilles de rhubarbe, j'allais tomber nez à nez ou nez à groin, ou groin à groin, là, avec une bête maousse et en faire un copain pour qu'il aille un petit peu foutre quelques baffes à mes profs que je n'ai pas. I think my first dragons would have been very traditional dragons that I encountered in fairy tale books that belonged to my father, ones that had beautiful illustrations by Edmund Dulac. The story that comes to mind is more of a serpent than a dragon, but they're very similar, and that would be the story of the Serpent Prince, where a very traditional tale where a queen wishes to conceive, but is given the magic, but becomes greedy and uses the magic too much. So she has two children, two sons, one of which is born as a serpent, and immediately wriggles off and disappears. But when his brother is old enough to wed, as he is the elder brother, he comes back and says, "A bride for me before a bride for you." But of course, he eats his brides. So the younger twin brother is having a very hard time finding dragon brides for his dragon brother in the hope that eventually he can wed. And again, it is the woman who is incredibly brave and
willingly weds the dragon and then defeats him by magic so that he turns back into a beautiful prince in her arms. And the inherent seeking of power and the symbolism of this story was incredible. It was left an indelible mark on me. Moi, mes premiers dragons, c'est probablement ceux que j'ai lus dans l'histoire de contes de fées qui traînaient dans la bibliothèque de mon père, avec des illustrations tout à fait merveilleuses. Un exemple dont je me souviens est l'histoire d'un serpent, en fait, c'est pas tout à fait un dragon, un grand serpent, un serpent prince. L'histoire était qu'une reine voulait avoir des enfants et donc on lui donnait le don de pouvoir enfanter, le don qu'elle utilisait un petit peu trop, puisqu'elle donnait naissance à 2 enfants jumeaux, dont un était un serpent, le plus vieux des 2. Et donc l'histoire était que le grand, après avoir disparu, après avoir quitté le domicile familial, revenait quelques années plus tard et cherchait femme. Et puisqu'il fallait que lui se marie en premier, avant que son frère cadet ait le droit de se marier, évidemment, c'est assez compliqué de trouver une épouse pour un dragon. Un des problèmes était évidemment que le dragon avait tendance à dévorer toutes ses promises et toutes ses épouses. Et donc pour le jeune frère, c'était une tâche assez lourde de trouver une épouse pour son frère aîné, pour finalement en trouver une à la fin, une femme qui se sentait assez courageuse pour épouser le dragon et finalement utiliser la magie pour lui faire perdre son pouvoir et pour finalement le transformer, lui, le dragon, en prince humain. Et le symbolisme de ce partage de la puissance vraiment a laissé une marque tout à fait indélébile sur moi. Je crois que vous êtes partiellement d'origine suédoise. Yes. Your mother English. English and your father Swedish? Yes. Yeah. No, do you think? I think this legend is kind of Sweden. I believe so. Yeah. I believe so. So, je ne ferai pas si bien qu'eux, il vaut mieux que je revienne au français. Je serais ravie de re-entendre cette histoire. Je crois que certains avaient un petit peu écouté ça, mais vous voyez, c'est quand on vous parle de la puissance et de la façon dont les légendes sont partout, se répandent, et on les réutilise, dont on en a besoin. Là, on a quand même un très très bel exemple. Mais dans ce que Pierre racontait, il évoquait aussi, et là on revient à nos dragons bienveillants, il évoquait ici ces dragons en haut des clochers. On parlait des saints qui tuent les dragons, mais en haut d'un certain nombre de clochers, avec les girouettes, ce n'était pas une créature sainte qui étendait ses ailes sur la cité, mais bien souvent un dragon. Oui, on parlait tout à l'heure, c'est vrai que dans le nord, en Belgique, dans les Flandres, en haut des froids, en haut des églises, c'était très souvent un dragon qui servait de coq. Sur un coq, c'était un dragon protecteur qui était en haut et qui protégeait la ville. Et alors, non seulement ce dragon protégeait la ville, mais de temps à autre, prenait les canaux et traçait tout autour de la ville une espèce de sillage protecteur en nageant à travers la citadelle, dans les douves, dans le fleuve qui traversait, qui enroulait comme ça, qui protégeait l'enceinte de la ville. C'est vrai qu'on a, il me semble, à lire l'ensemble des romans que j'ai vus pour venir, que le dragon est plus souvent dans les airs quand même, et qu'on laisse un peu de côté ces autres éléments constitutifs. Vous avez cette impression ou... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein, oui, c'est vraiment la troisième dimension. Oui, c'est l'air. Hein. Dommage de s'en priver. Ouais. Oui, mais l'eau c'est pas mal quand même, le dragon qui... Voilà, pour le prochain. Voilà, voilà une belle nouvelle. Alors, question un peu idiote, mais allez-vous continuer dans la compagnie des dragons, tous les deux, l'un après l'autre, dans l'ordre que vous voulez? Mathieu, peut-être? C'est difficile. Moi, si je dois parler des dragons, je trouve que c'est difficile de s'en emparer précisément parce que c'est tellement important qu'il faut être bien sûr de soi et il ne faut pas s'aventurer dans le souffle d'un dragon sans vraiment avoir un regard sincère, profond et neuf sur ce dragon. Mais justement, c'est la nouveauté. Est-ce que le dragon peut encore... Ah, bien sûr. Voilà, c'était ça le sens. Avec vous, je pense que oui, mais... Non, mais je pense que même si on interrogeait chaque personne ici, le dragon déjà existe autrement. Enfin, je veux dire. Oui. Donc par essence, oui, un dragon, à partir du moment où c'est le raconter dans une histoire, il peut devenir tout autre chose que ce qu'il a été. Donc
on peut écrire des histoires sans dragon, mais on peut écrire une infinité d'histoires avec des dragons. Alors, je ne sais pas si je suis plus téméraire que toi ou simplement plus naïf. Là, je ne me suis jamais trop posé la question. Mais la naïveté est une grande qualité. Mais en tout cas, j'ai commencé plusieurs histoires sans commencer à les écrire, hein, sans imaginer qu'il y aurait un dragon à un moment ou à un autre. Et ça s'est finalement imposé chaque fois. Donc c'est une envie profonde, je crois. Donc j'ai essayé de résister, mais pas trop non plus. Non, il ne faut surtout pas y résister. Écoutez, là, je crois que l'heure ayant tourné, pour ne pas avoir de trop de soucis, je sais que certains d'entre vous étaient déjà là tout à l'heure, mais bon, écoutez, 2 fois Pierre Dubois, ce n'est pas une punition, franchement, et c'est quand même aujourd'hui le jour du dragon. Donc peut-être que tu peux rapidement nous redire ce que certains ont déjà entendu et vont être ravis de réécouter. Oui, j'entends seulement les cloches et ça me fait penser qu'il y a des kilomètres d'ici, dans une ville que Robin Hobb connaît, c'est-à-dire Mons. Donc il y a en ce moment une fête traditionnelle qui est justement le combat du luçon, le combat du doudou, et qui est le combat du dragon. Mons a connu plusieurs fois des histoires assez étranges, notamment, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qu'a écrite Arthur Machen, un fantastiqueur anglais, et qui partait, paraît-il, d'un fait réel pendant la guerre de 14, lorsque les Allemands attaquaient la ville de Mons. Les soldats, les Anglais, se sentaient perdus, et dans les bombardements, ils étaient en train de mourir, et ils ont, certainement l'un d'eux a fait appel aux anges, et on a vu dans le ciel les cohortes d'anges menant les archers, les vainqueurs d'Azincourt, Georges en tête. Voilà, Georges en tête, et rejeter les Allemands des tranchées. Donc c'est une ville un peu étrange. Donc il y a une fête qui s'appelle Trolls et légendes aussi, qui amène énormément d'auteurs fantastiques. Et Robin Hobb était l'invité d'honneur il y a peu de temps. Et là, en ce moment, à l'heure qu'il est, ce ne sont pas des cloches qu'on entend, mais ce sont des carillons qui fêtent justement la mort mais la mort positive d'un dragon, donc qui s'appelle le luçon, le doudou. C'est un grand dragon vert porté par des chinchins, c'est-à-dire des hommes sauvages vêtus de lièvres. Et sous le son des carillons, qui est un son lancinant, et ça recommence inlassablement, et ça bat le pavé sans arrêt pendant des heures et des heures, et on voit Saint-Georges caracoler. Alors Saint-Georges, là, au départ, c'était un chevalier qui s'appelait Gilles de Chain qui a tué le dragon qui ravageait l'endroit dans un marais. Donc on appelait le luçon et qu'on a appelé gentiment le doudou. Et donc on sort le dragon et le dragon va combattre ce chevalier qui arrive vêtu en dragon, dans le dragon napoléonien, quoi, hein, sur son cheval, il caracole, il a sa cuirasse, il est vêtu de jaune, il a un sabre, il a son casque de dragon, son cimier avec sa crinière. Et il y a aussi des chevaux jupons tout autour de lui. Il y a donc les hommes sauvages, les chinchins. Et il y a ce combat. Et c'est porté, donc ce dragon est porté par des hommes. Il a une immense queue. Et on le fait aller à droite, à gauche. La foule est d'ailleurs balayée bien souvent par des grands coups de queue. Et il y a des jeunes en torse nu qui sautent sur le dragon pour arracher des crinières, des poils qui sont sacrés de la queue du dragon. Et on se les arrache parce qu'ils portent bonheur. Il porte bonheur aussi à la ville. Et il doit être vainqueur, le chevalier, quoi. Donc il le combat d'abord à la lance, ensuite au sabre, un coup de carabine, et il l'achève d'un coup de pistolet dans l'œil. Et une fois donc que le dragon est mort, là ce n'est plus uniquement les carillons qui battent, mais il y a l'orchestre qui reprend, et tous les montois qui sont, mais alors partout sur les toits même, qui veulent voir, parce que la place est très belle, mais elle est assez petite, et alors il y a une foule énorme, et tous les montois chantent, c'est le doudou, c'est le poupée Saint-Georges qui danse. Il y a un chant rituel
et on tue le dragon, mais le sang du dragon va apporter bonheur à toute la ville de Mons pendant une année, et l'année d'après, voilà, on recommence toujours. Donc en ce moment, le dragon est en train de mourir et de ressusciter pour notre bonheur, pour la survie du monde. Eh bien, c'était une belle histoire. Pour presque finir, je voulais juste vous demander s'il y a un aspect, une dernière chose que vous auriez envie de dire sur le dragon et que je n'aurais pas évoqué. Eric, on a fait le tour du dragon. Mathieu, ça va? Pierre, je ne te repasse pas la parole. Juste une petite chose, c'est j'en sais tout à l'heure, c'est qu'il soit bienveillant, mais moi je tiens à ce qui concerne quand même cette menace, cette puissance-là, parce que je me souviens avoir lu des livres à ma fille il y a quelques années, il y avait des loups, des livres contemporains, et je regrettais qu'on perde cette dimension. Il fallait à chaque fois que le loup soit gentil dans l'histoire, et on perdait, comme s'il fallait toujours être rassuré tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure, on est quand même dans une société qui est quand même relativement protégée, et on est obligé d'ajouter encore cette précaution supplémentaire. Et moi, j'ai envie de continuer d'avoir peur avec ça. Ah oui, absolument. Avec ces bêtes-là. De toute façon, c'est ça qui donne du goût au monde, c'est ça qui donne du goût à la paix et à la joie. On est dans une société non seulement confortable, mais on nous sécurise de tous les bords. Et ça, ça va bientôt être pire qu'un dragon, c'est un combattre. Donc écoutez, merci à vous tous, amis célébrants des dragons. Juste une petite chose, quand tu parlais du doudou, en fait, le doudou, c'est un mot rassurant. C'est une vieille tradition d'appeler la chose terrible par un nom très doux. Les Érinies en Grèce, on dit les bienveillantes, alors qu'elles sont totalement terrifiantes. C'est les mettre un petit peu de son côté, mais parce qu'on sait bien qu'ils ne sont quand même dans le meilleur des cas, pas de notre côté. Voilà, donc il me reste à remercier Robin, Pierre, Mathieu, Eric et, excuse-moi, je ne sais pas ton prénom, Guillaume, qui a fait encore une fois un merveilleux travail. Et merci à vous tous d'avoir été ici.